passer à l'indispensable Joe Hume de cette émission qu'on entend depuis le début et qui va nous raconter l'histoire. Mais pas désolé du tout, on adore votre humour, on adore tout ce que vous êtes. Encore Joe. en train de l'ouvrir celui-là. Et vous allez nous parler d'un lieu mythique en l'espace de 3 ans. On est dans les années 77 et 80. On est pile poil dans les années où est né notre invité Gilles Alma. Et vous êtes entré dans cet endroit, entré dans l'histoire de la pop culture. Oui, c'est un lieu unique et essentiel à la culture des années 70, aujourd'hui disparu, alors situé sur Broadway à New York, et c'était une boîte de nuit, mais pas n'importe quelle boîte de nuit, une plaque tournante où toutes les hautes sphères du showbiz se croisaient, dansaient, et plus si affinité, ce nightclub légendaire, c'était le Studio 54. Nous sommes en 1976. Steve Rubel et Ian Schrager, deux entrepreneurs, avocats, ambitieux, s'emparent d'un très gros projet, transformer le studio de tournage de la chaîne CBS en boîte de nuit. En avril 1977, ça va assez vite, le Studio 54 est inauguré et devient rapidement le temple de la musique disco, qui est alors à son pic de popularité, attirant une population très hétéroclite, avec des looks très étudiés, prêts à tout, surtout pour se faire remarquer. Et puis, la réputation va notamment s'amplifier grâce à des événements qui sont, on va le dire, un peu savamment orchestrés. Oui, absolument. L'un des moments fondateurs fut le soir où de l'organisation de l'anniversaire de l'icône de la mode Bianca Jagger. Lorsque cette dernière arrive dans le Studio 54 et traverse le dance floor sur le dos d'un cheval blanc, parmi les invités, Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, David Bowie, qu'on peut admirer sur mon t-shirt si vous regardez cette émission sur notre site internet. Cette soirée qui est encore considérée aujourd'hui comme l'une des meilleures opérations marketing de l'ère pré-internet. Là, on entend Donna Summer qui a également fait partie des personnes qui ont foulé le sol du Studio 54. Elle pouvait même rentrer dans le club et écouter sa propre musique. Alors qu'elle dansait. On y croisait qui aussi alors en quelques semaines, le Studio 54 c'est devenu The Place to Be. On y croise Michael Jackson, Sylvester Stallone, les Bee Gees, les Rolling Stones, Donald Trump. Avant Donald Trump, les clients s'amassent et se battent pour entrer. Ça ira même jusqu'au drame, carrément. Un soir, un homme en smoking se voit refuser l'accès par le service d'entrée. Mais alors, il avait tout prévu. Après avoir étudié les plans du club et les couloirs réservés au personnel de maintenance du réseau du métro new-yorkais, il trouve une route secrète pour se faufiler via le sous-sol du Studio 54 en passant par un conduit d'aération du bâtiment. C'est un début de film en smoking. En smoking, c'est un début de film qui pourrait inspirer notre invité Gilles Alma. Sauf que ce serait un film catastrophe, puisqu'alors qu'il rampe dans le tunnel, l'homme va rester coincé. Le problème, c'est que au-dessus de lui, la musique, le bruit de la clientèle qui danse, c'est assourdissant. Personne n'entend ses cris. Il est retrouvé décédé quelques jours plus tard dans le conduit d'aération, mais toujours en smoking. Donc ce drame a eu finalement peut-être raison de l'existence du Studio 54. Alors c'est l'un des multiples, c'est pas ça. Il y avait vraiment pas de limite avec le Studio 54. Il y a d'autres problèmes. Dès 1979, les deux boss du studio sont attaqués pour fraude fiscale, qui s'en étonne. Un ancien employé assez rancunier a prévenu le fisc. Il les informe également, ainsi que les autorités, que des substances illicites, vous pouvez deviner lesquels, sont stockés au sous-sol. Les ennuis juridiques vont s'accumuler. Au sous-sol. Rubel, pas qu'au sous-sol, je pense. C'est-à-dire qu'il y avait des petites, il y avait un petit ascenseur qui s'occupait de faire le transfert pendant les soirées. Rubel et Schrager sont jugés coupables d'avoir détourné quand même plusieurs millions de dollars. C'est plus I'm Coming Down, cela dit. Le Studio 54, tel qu'on l'a connu durant ces 3 ans, en une trentaine de mois en fait, tout simplement, c'est très très éphémère, ne se remettra pas de ce scandale. Après une fermeture administrative en 1980, on les connaît, les fermetures administratives, il perdra complètement de sa superbe et s'éteindra aussi vite qu'il était apparu. Aujourd'hui, le lieu abrite à nouveau un théâtre de Broadway, mais si ces murs pouvaient parler, je pense qu'ils en auraient encore beaucoup plus que moi à vous raconter. Vous avez déjà fréquenté, Gilles Alma, ce
Studio 54 à New York? Non. Non, vous étiez trop jeune? Bah oui, j'étais. Non, ouais. Non, mais je connaissais pas. J'apprends. Je vous conseille le nom de ce temple de. Non, j'étais. De la mode. Ça a été très rapide. Enfin, ça a été extrêmement rapide, mais ça a très vite périclité. C'est vraiment au summum du disco, mais aussi du trafic de cocaïne à New York. C'était très compliqué. Je vous conseille de regarder le film. En 1998, il y a un film Studio 54 avec Salma Hayek, avec Ryan Phillippe, avec Nick Campbell et Mike Myers qui est sorti, qui retrace un peu l'histoire, la grandeur et la décadence de ce lieu. Ça reste un film de cinéma hollywoodien, mais il est pas si loin de la réalité.